Alors, le Bitcoin, simple gadget pour spéculer ou une véritable monnaie en devenir? Franchement, la question fait débat. Pour tenter d'y voir un peu plus clair, on va se pencher sur la vision de Stéphane Guéillet, une analyse à la fois technique et philosophique. Et préparez-vous parce que sa perspective risque de bousculer pas mal d'idées reçues. On connaît tous cette image, le fameux jeton Bitcoin, bien brillant, bien physique. Eh bien, selon l'auteur, cette image est complètement trompeuse, c'est une illusion. Et la raison est toute simple, un Bitcoin, ça n'existe pas physiquement. Et ça, ce simple fait, c'est la clé de voûte de toute son argumentation. Alors, comment va-t-on décortiquer tout ça? D'abord, on va voir pourquoi le concept de propriété privée pose un vrai problème pour le Bitcoin. Ensuite, ça nous amènera à nous demander, mais alors, d'où vient sa valeur? Puis on fera une distinction super importante entre un moyen de paiement et une monnaie. Et on finira sur une question un peu plus large pour ouvrir le débat. Allez, on attaque direct avec le premier gros morceau, la propriété privée. Pour l'auteur, le point de départ est simple. Un échange monétaire, c'est avant tout un transfert de propriété. Donc, si on ne peut pas posséder quelque chose, ça ne peut pas être une monnaie. Logique. Et ça nous amène à la grande question. Est-ce qu'on peut vraiment dire je possède un Bitcoin de la même manière qu'on dit je possède cette pièce de monnaie? Qu'est-ce que ça veut dire posséder quand l'objet en question n'a aucune matérialité? Pour l'auteur, la définition est très stricte. La propriété, la vraie, ça ne concerne qu'une chose qui est physique, qui est rare et qu'on peut se disputer. Pensez à un lingot d'or par exemple. On peut le tenir, le voler, se battre pour l'avoir. Et c'est cette vision des choses qui va servir de base à toute son analyse. Bon, l'argument qu'on entend tout le temps, c'est mes clés, mes bitcoins. Si je possède ma clé privée, je possède mes bitcoins. Pour l'auteur, ça ne tient pas à la route. Et son analogie est très parlante. Avoir les clés de sa maison, ce n'est pas la même chose que de posséder les meubles à l'intérieur. La clé privée, c'est juste la clé. Elle donne accès au système. Mais le Bitcoin, lui, n'est qu'une ligne de compte, un simple droit d'accès qui ne peut absolument pas sortir de ce système. Donc, si on résume sa pensée, un Bitcoin, ce n'est pas matériel, c'est prisonnier de la blockchain, et au final, c'est juste une écriture dans un gigantesque livre de compte numérique. On ne le possède pas au sens traditionnel, on détient simplement le droit de le manipuler à l'intérieur de son propre système. D'accord, donc si on ne peut pas vraiment le posséder, une autre question se pose et elle est de taille. D'où vient sa valeur? Pourquoi un bitcoin vaut-il des dizaines de milliers d'euros? L'auteur va regarder ça sous deux angles, son utilité réelle et son coût de fabrication. Et là encore, la comparaison avec l'or est assez éclairante. L'or, ça a une valeur parce que c'est utile pour des choses concrètes, des bijoux, des composants électroniques. C'est cette utilité qui lui donne une valeur refuge. Même si tout s'écroule, l'or restera un métal utile. Maintenant, le Bitcoin, il n'est pas physique. Quelle est son utilité commerciale intrinsèque? En cas de panne de courant mondial, il reste quoi? Pas grand-chose, selon l'auteur. Alors, il y a une autre idée qui circule beaucoup. Le Bitcoin vaut cher parce que ça coûte une fortune en énergie pour le miner. C'est la théorie de la valeur travail. Et là-dessus, l'auteur est catégorique. C'est une erreur. Pour lui, ce n'est pas l'effort ou le travail qui donne de la valeur à quelque chose, mais c'est l'utilité que les gens y trouvent. Un point, c'est tout. Pour tester son idée, il imagine un scénario assez malin. Imaginons un instant que les bitcoins soient de vrais jetons physiques. On va voir un assureur et on lui demande « Pouvez-vous assurer mes jetons contre le vol ?» La prime qu'il demanderait, ou même son refus catégorique, serait un excellent indicateur de la valeur réelle et tangible que le marché accorde à cet actif. Bon, après toutes ces critiques, on pourrait penser que l'auteur conclut que le bitcoin est une vaste fumisterie, non? Eh bien, pas du tout. Et c'est là que son analyse devient vraiment intéressante et nuancée. Voilà sa conclusion. Le Bitcoin, l'unité de compte, n'est pas une monnaie selon ses critères. En revanche, Bitcoin avec un B majuscule, c'est-à-dire le système, le réseau, ça, c'est un excellent moyen de paiement. Il distingue l'objet de l'outil. Et l'outil, lui, est incroyablement fiable et efficace. Il remplit sa mission à la perfection. C'est vraiment ça, le cœur de sa pensée. Bitcoin n'a pas été créé pour échanger un objet, comme une pièce d'or, mais pour transférer un droit de manière hyper sécurisée. Ce n'est pas tant de l'or numérique qu'un système de transfert de droits numériques. Et cette distinction, en fait, elle change absolument tout. Allez, on arrive à la fin. Et pour conclure, l'auteur nous laisse avec une dernière question, une réflexion pour nous faire prendre un peu de hauteur par rapport à tout ce débat un peu technique. La question qu'il pose est la suivante. Au fond, est-ce que tout ça a vraiment de l'importance? Si le système fonctionne, si il permet à des millions de personnes d'échanger de la valeur de façon efficace partout dans le monde, est-ce que le fait qu'il ne coche pas la case « monnaie » dans une définition stricte change vraiment quelque chose à son utilité? Et juste un débat de mots face à une véritable révolution technologique, c'est une excellente question. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter.